Eh ben, écoutez, je suis trop contente qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau Maestrix, qui sont les événements organisés par l'école Join Maestro, qui est l'école du produit et de la tech. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse parce qu'on accueille Marine, qui est une alumni du programme No Code de Maestro et surtout qui est aujourd'hui product builder chez ASAPwork, et qui va pouvoir vraiment nous parler, elle, de son quotidien dans ce job, et surtout comment a commencé un peu sa carrière, comment est-ce elle a choisi ce job, quelles questions elle s'est posées, quelles compétences elle avait depuis sa formation et ses précédentes expériences, qui étaient plutôt sur le métier d'ingénieur. Donc ça va être chouette de creuser tout ça ensemble. Juste avant, pour vous dire deux mots sur Maestro, sur les Maestrix. Donc, comme je vous disais, les Maestrix, c'est les événements organisés par notre école. Ça a lieu tous les mardis de midi à 13h, généralement en ligne. Et de temps en temps, on fait des événements en présentiel. Et du coup, là, ça sera plus en soirée. Nos locaux sont à Paris, donc on vous accueille voilà, juste à côté de Bourse, dans nos locaux parisiens. Le but, c'est de prendre un ou deux speakers qui travaillent sur un métier du produit ou de la tech, donc product manager, product builder, designer, développeur, etc. Pendant une heure, de creuser avec eux leur job, leurs habitudes, leurs méthodes, pour essayer voilà, d'en tirer un peu des learnings et de s'approprier leurs méthodes, leurs apprentissages pour nous en servir dans notre job à nous. Euh, alors là, on rentre dans la pause hivernale, parce que ça va être plus calme pendant les 2, 3 prochaines semaines. Mais on reprendra sur les chapeaux de roue la deuxième semaine de janvier. Et là, on a une line-up sur 6 semaines qui est en train d'être bookée. Donc, on va avoir plein d'événements qui vont être programmés bientôt. Alors, qui est connecté avec nous? Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat qui êtes-vous, et pourquoi vous vous connectez aujourd'hui avec nous? Est-ce que vous êtes product manager? Est-ce que vous êtes designer, market, sales, dev, etc. Et nous dire un petit peu voilà, pourquoi vous êtes connecté. Est-ce que c'est peut-être parce que vous connaissez Marine qui est dans votre réseau et vous vouliez en savoir un peu plus sur son parcours? Est-ce que c'est parce que peut-être vous pensez à devenir product builder? Est-ce que c'est ASAP Work aussi qui vous intéresse, potentiellement? Voilà, mettez-nous un peu dans le chat. Comme ça, avec Marine, on sait qui passe la prochaine heure avec nous. Je vous laisse le mettre. Et comme ça, je regarderai juste après cette rapide intro. Pour revenir rapidement, donc Maestro, qui forme des talents sur les métiers du product management et de la tech en général. On a une formation donc au no-code, une formation pour devenir product manager, et on les a juste là. Une formation en design, une formation qui est spécialisée sur les aspects techniques du métier, donc comment travailler avec des développeurs. Et on a une journée, une masterclass qui est 100% gratuite, qui est pour apprendre des techniques pour construire des produits qui sont responsables. Euh, et, euh, euh, et donc, Marine est alumni de ce programme No Code. Le but de notre pédagogie et la manière dont les programmes sont construits, c'est vraiment basé sur la pratique. Ça veut dire qu'en fait, en général, tu as 20-30% d'une session qui est dédiée à la partie théorique, qui est généralement des slides, une explication par un intervenant expert. Et ensuite, tu as 80% de la session qui est un cas pratique sur lequel les participants vont s'entraîner eux-mêmes et sur lesquels les participants vont mettre en pratique justement ce qu'ils ont vu dans la session d'avant. On a beaucoup de variations des intervenants. Pendant le programme PM, vous rencontrez plus de 25 experts du produit, parce que le but, c'est vraiment d'avoir la vision qui est assez multiple en fait dans le produit. Il n'y a pas une seule manière de faire du produit, pas une seule manière de faire du no-code, et le but, c'est vraiment d'avoir la diversité des visions des différents métiers qui sont un peu concentrés voilà, pendant 7 semaines, 4 semaines, 8 sessions. Et pour vous donner rapidement, alors on commence dès janvier, on a 3 programmes qui débutent. On a la formation du coup en no-code qui est le 12 janvier. Et ensuite, on a la formation pour devenir product manager en 7 semaines intensives qui est le 16, et celle qui est en cours du soir qui sera le 23. Si vous avez des questions là-dessus, ou même vous vous demandez si ça vous correspond, ou alors vous dites justement ça me correspond pas trop, je me pose des questions,
Je pense que j'ai besoin de me former, mais je ne sais pas exactement à quoi. Vous pouvez contacter Osban, que vous voyez sur cette slide, qui est du coup Admission Manager. Donc, son rôle, ça va vraiment être d'évaluer les profils. Et alors, je ne sais pas s'il était déjà arrivé quand Marine, toi, tu as rejoint la formation, je ne suis pas sûre. Je crois qu'il est arrivé un peu après ta promo. Mais du coup, lui, son but, c'est vraiment de prendre le temps avec les différents profils des talents et voilà, d'essayer de comprendre leurs besoins et de voir si effectivement il y a un programme qui peut les aider voilà, à booster un peu leur carrière et leur manière de travailler ou pas d'ailleurs. Je vous enverrai les infos dans le channel. Très rapidement, et après j'arrête de parler, nos prochains rendez-vous. Nous, on est hyper actifs grâce à Shana qui est dans le Slack sur LinkedIn et elle envoie des actus tous les jours. Aujourd'hui, on a fait à la fin de post sur le hackathon justement en no-code avec des chouettes photos des étudiants qui sont en cours de hackathon. On est aussi hyper à fond sur Meetup. C'est là qu'on va mettre toute notre line-up. Donc, si vous aimez bien Smilestrix, si vous aimez bien ce moment, bah, c'est là qu'il faut aller se connecter pour voir les prochains qui sont programmés. Et enfin, bon, il y a notre site internet avec toutes les infos qui sont dessus. Et donc, du coup, comme je vous disais, hyper heureuse d'accueillir Marine aujourd'hui, qui va du coup nous parler un peu de son expérience et surtout voilà, de son job aujourd'hui. Et du coup, bah, Marine, je vais te laisser te présenter et nous dire un peu qui tu es. Alors, bonjour à tous. Donc, déjà, je suis super contente de participer à cette interview. Pour me présenter, je vais vous présenter mon parcours. J'ai commencé avec donc, une classe préparatoire avant de faire école d'ingénieur en alternance, donc en mécatronique. J'ai choisi l'alternance parce que c'était plus pratique et je voulais avoir une idée assez rapidement de ce qui m'attendait au sein du monde professionnel. Ensuite, donc j'y suis restée, ça a duré 3 ans. Une première année dans une plus petite structure et puis les 2 dernières chez Schneider Electric dans un département R&D. Donc je faisais de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, de programmation. Euh, donc assez quand même éloigné de ce que je fais aujourd'hui puisque c'était plutôt hardware. Et j'ai eu un petit déclic, je pense un peu comme tout le monde lors du confinement. Je me suis dit que c'était pas forcément le métier euh, que je voulais faire toute ma vie parce que pour des raisons perso déjà, il y avait un manque de flexibilité lorsqu'on travaille sur des produits physiques. On ne peut pas faire beaucoup de télétravail. On est obligé de rester au bureau s'il faut terminer le projet. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis aussi du côté pro, je voulais travailler sur des projets plus agiles et itérer plus rapidement. Parce que voilà, le projet sur lequel j'ai travaillé typiquement chez Schneider Electric, c'était un projet qui m'a duré mes 2 ans d'alternance. Et même si parfois ça me plaisait, il y a des moments où je me disais, bon, j'aimerais bien passer à autre chose, quoi. Et quand on est dans le software, ça va très vite, donc ça change. J'ai découvert le product management en changeant, enfin, en cherchant un métier qui me permettrait de changer ces différents aspects. Et puis qui soit assez transverse, puisque je voulais sortir un peu de la technique pure et monter au niveau du business. Donc, j'ai découvert ce métier, j'ai postulé en alternant, j'ai trouvé mon alternant chez French Founders. Là, j'ai découvert le métier un petit peu plus en profondeur. Euh, C'était assez ce que j'attendais en fait du product management, mais je me suis vite rendu compte quand même qu'il allait me manquer une partie tech, puisque j'ai travaillé pendant 3 ans en tant qu'ingénieur, j'ai toujours fait des études scientifiques, et du coup, d'un coup, de me retrouver sans ça, je n'étais pas forcément hyper épanouie. Donc, pendant cette alternance, j'ai découvert l'outil Bubble, qui m'a fait découvrir le code, et je trouvais ça intéressant, mais je ne savais pas vraiment que ça pouvait aboutir sur un métier, ce genre de choses. Donc, j'ai eu un entretien chez Payfit vers le mois d'avril. C'est là que j'ai découvert le métier de product builder. Et je me suis dit que c'était génial, que c'était exactement ce que je recherchais, donc d'être assez focus user-centric. Et puis, et puis aussi d'avoir
tout ce côté tech, donc de pouvoir réfléchir à sa solution, mais aussi la produire. Je trouvais ça super intéressant, donc j'ai commencé à réfléchir en ce sens, à chercher des métiers en ce sens. C'est pas forcément évident puisque product builder, il n'y avait pas beaucoup d'offres d'emploi qui correspondaient en fait à ce métier-là. Donc j'ai cherché product manager no code, project no code. J'ai tapé no code un peu partout et c'était assez, en vrai, c'était assez compliqué. Grâce à la formation, quand même, j'ai pu mettre en avant que j'avais déjà touché à du no code et ça m'a permis quand même d'arriver à pas mal d'entretiens. Souvent, c'était souvent j'avais des soucis du fait que j'avais pas assez d'expérience en no code, ce qui est assez marrant puisque le métier est nouveau. Mais j'ai eu la chance de tomber du coup, sur ASAP qui recrutait des juniors qui avaient donc un background assez tech pour voilà, être capable de suivre techniquement et puis un background un peu product, mais toujours en ayant en tête en fait que le but quand même est d'apprendre. Voilà, j'ai eu cette chance-là. Trop bien. Et en plus, il me semble que tu as été rejoint par Mathieu chez ASAPwork, c'est ça? Oui, tout à Et fait, ouais. un autre La même alumni à nos codes. interview, celle d'avant. Trop chouette. Ok, trop bien, hyper clair. Je coupe les slides et je me remets avec vous. Hop. Mais non, hyper intéressant. Et puis, je trouve que ce qui ressort vraiment de là, des étapes par lesquelles tu es passé, c'est qu'en fait, au début, c'est vraiment un métier sur lequel, si on t'en a pas jamais parlé, tu le connais pas et finalement, on en parle peu, que ce soit dans la partie orientation ou même au début de ta carrière. En fait, c'est un métier qui est un peu invisible pour beaucoup de secteurs encore. Il y a très, très peu de formations d'école post-bac ou de formation même avant qu'ils soient tournés vers ces métiers du product management et du no-code. Donc, en fait, souvent, on a vraiment souvent des alumni de nos programmes qui nous disent, en fait, j'avais un peu un métier en tête avec des missions en tête. Et un jour, je suis tombée sur un article qui parlait de ces missions et j'ai fait, mais c'est ça que je veux faire depuis le début. Exactement. Du coup, ouais, en vrai, c'est vraiment marrant comme ça revient. Je vais regarder rapidement un peu ce que vous avez mis dans le chat pour vous présenter. Alors, je vois qu'on a un développeur avec grosse sensibilité produit, Damien. Trop bien. Nawel, ingénieur de formation et product owner aujourd'hui. Jérémy Péo, ancien développeur, curieux de voir un parcours qui pourrait ressembler au mien et peut-être en tirer de l'inspiration pour la suite. Noémie PM, avec une grosse sensibilité tech. Walid, product builder. Ok, c'est chouette. On a plein de profils assez différents, déjà dans le produit. Ah non, Head of Sales B2C, intéressé par le no-code en général et les métiers de product builder. Trop bien. Et Novin, Scrum Master. Trop chouette. Ah oui, Faou, ben voilà, c'est la première fois que j'entends parler de ce métier. Actuellement en formation pleine maestro. Trop chouette de t'avoir connecté avec nous aujourd'hui. Alors du coup, est-ce que Marine, rapidement, tu peux nous redonner dans les grandes lignes ce qu'est Azaport? Qu'est-ce que vous faites et comment fonctionne la boîte, quoi? Oui. Alors, à Sapwork, c'est une boîte d'intérêt spécialisée dans le BTP. Et donc, le métier de la boîte au quotidien, c'est de prendre des commandes clients, donc des clients qui vont demander donc, des intérimaires. Et donc, on a une équipe de business développeurs qui est dédiée à cela, et puis une équipe de talent acquisition manager qui est dédiée au recrutement et à la prospection pour trouver des intérimaires pour ces commandes. Donc, assez simple. Il y a aussi une partie administrative euh, côté admin pour tout ce qui est contractualisation, que ce soit au niveau de l'entité ASAP et intérimaire ou entité ASAP et client. Parce qu'il faut, enfin, dans l'intérim, il faut savoir que c'est nous qui sommes les responsables de l'intérimaire. On est le biais par lequel il passe pour travailler pour une commande. Donc voilà, et grosso modo, l'équipe technique, ce qu'elle fait, c'est tout simplement de s'occuper déjà de la plateforme sur laquelle tout ça va être centralisé, donc connecter des commandes à des intérimaires, la qualification des commandes et des intérimaires, donc récupérer toutes les informations importantes, et puis
pour l'instant, on n'y est pas, mais à l'avenir aussi, il y aura toute cette partie, contractualisation à essayer de simplifier aussi au maximum, par rapport aux informations justement qu'on récupérera. Ok. Et du coup, alors juste pour bien comprendre, toi, Product Builder, tu es dans l'équipe technique, donc. C'est ça. D'accord, ok. Ok, trop bien. Bah, on approfondira un peu ça dans la suite du Maestrix. En premier, on va un peu rembobiner du coup sur comment est-ce que tu es arrivé à ce métier justement chez ASAPwork. Et donc, tu l'as un peu dit dans ta présentation, mais du coup, c'était quoi vraiment les raisons qui t'ont poussé, enfin, pourquoi est-ce que tu as voulu changer de métier du coup? Mmh. Alors de product manager à product builder ou Non, même d'ingénieur encore à avant, d'ingénieur à product, ouais, du coup, ouais, d'ingénieur à PM peut-être. mmh. Pour résumer, c'est, vie perso, c'est-à-dire pouvoir avoir plus de flexibilité. Bah, c'est un peu le cliché, mais c'est vrai que travailler, dans les startups tech, c'est avoir plus de flexibilité, parfois du full remote, donc je me suis dit que ça me plairait plus quand même que d'aller au bureau tous les jours. Mm. Et puis, côté pro, oui, c'était vraiment le côté gestion de projet, agilité que je retrouvais pas dans mon métier d'ingénieur et que je voulais vraiment retrouver dans mon nouveau métier, sachant aussi que c'est un métier, en tout cas moi, la façon dont je travaillais, c'était assez solitaire et l'idée de travailler avec des équipes de façon dynamique tous les jours me plaisait davantage et aussi d'avoir un point de vue plus global puisque en gros, quand j'étais ingénieur, on m'a passé, on va dire, une commande, enfin, je devais produire quelque chose. Voilà, j'ai conçu ma solution de mon côté, avec de temps en temps un peu d'aide, mais grosso modo, c'était quand même mon projet. Et voilà, et je devais travailler là-dessus et le rendre. Mm. Point. Ouais, C'était assez linéaire, c'était un cycle en V, donc rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui ouais, en tant que product builder chez ouais. Azure. Ça, c'est hyper important et en vrai, c'est un truc sur lequel, enfin, c'est la base vraiment sur laquelle nous, on a construit justement le programme No Code qui a du coup un an, qui a presque un an aujourd'hui. Et en fait, à la base, on avait du coup ce bootcamp pour devenir product manager. Et au moment justement de construire une formation en No Code, on s'est vraiment dit que nous, on voulait prendre l'angle avec le spectre vraiment du produit et que du coup, avoir une démarche de nos codeurs qui soit vraiment centralisée sur le produit. C'est-à-dire que la première partie, c'est vraiment connaître tes utilisateurs, trouver ta problématique, faire tes interviews utilisateurs. Et en fait, la stack d'outils que tu vas utiliser et la solution que tu vas développer, ça arrive vraiment dans un second temps. Et ouais, carrément, ça, c'est vraiment une différence. Avec de nombreux métiers, c'est que là-dessus, tu es honneur un peu de A à Z de ta solution. C'est à toi un peu de la faire évoluer. C'est à toi d'aller la confronter aux utilisateurs. C'est à toi de voir ce qui bloque, etc. Et d'ajuster techniquement derrière la plateforme. Donc, c'est hyper intéressant. Du coup, donc, c'est un métier qui se prête bien à la reconversion, un peu comme le métier de PM. Étant donné qu'il y a encore peu de selon toi. Ah, qui c'est qui fait ça. Hey, petite feinte, je suis de retour. Il y a ma collègue, voilà, mais juste une photo. Excusez-moi, c'était un petit effet du live. Et du coup, je retrouve ma question qui était, ah oui, et donc, est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, justement, les forces de ton profil, du fait que tu viennes donner une reconversion, quelles étaient les compétences, en fait, qui étaient intéressantes à mettre en avant pour ce rôle de product builder? Oui, clairement, alors pour le rôle de product builder, déjà, il y a quand même la partie où j'ai fait du product avant. Heu, c'était très important pour Florent, le CPTO, heu, qu'on ait tous cette casquette product. Parce que, finalement, enfin, l'avantage d'avoir des product builders, c'est quand même, avant tout d'avoir, donc oui, des personnes capables de concevoir, mais d'abord capables d'imaginer et heu finalement le no-code, c'est un skill qui peut s'apprendre, tandis que le product management, ça peut s'apprendre aussi, mais c'est quand même plus valorisable d'avoir, une casquette produit. Ensuite, naturellement, je pense que mon métier, d'ingénieur auparavant
a fait que je peux plus facilement m'adapter à un environnement technique. Euh, Par exemple, enfin, donc, en mécatronique, on utilisait beaucoup de ce qu'on appelle l'ingénierie système. Et en gros, c'est quand on a des systèmes très complexes, comme par exemple une voiture, et qu'il faut essayer de modéliser tout ça avec des sous-ensembles, avec des flux de données, ce genre de choses. Et forcément, lorsqu'on a vu ce type de workflow, de, de, de diagramme, ça permet, je pense, et puis aussi le fait d'avoir codé, tout ça permet finalement de pouvoir travailler sur n'importe quel type de flow après, même si ce ne sont pas forcément des flows électroniques ou d'automatique. Mais finalement, être capable de lire ces choses-là, de le traduire et puis de travailler avec, c'est pas vraiment une soft skills parce qu'il Ouais. faut quand même le comprendre, mais, c'est quelque chose que je peux copier-coller, on va dire, dans pas mal de domaines, même dans le product management, il fallait réfléchir à des workflows comme ça et c'est quand même, je pense, ce qui m'a permis de rapidement pouvoir assimiler tout type de sujet. Ok. Donc c'est un peu ta logique, un peu. Ouais, Ta logique, ouais. c'est ça. Ok. Et juste avant de te poser la question suivante, je vous mets dans le petit onglet sondage une petite question pour les participants qui sont avec nous pour vous mettre un peu une note de 1 à 5 sur votre niveau en no-code, justement. Parce que voilà, vous pouvez être PM et avoir besoin justement d'acquérir les compétences parce qu'en fait c'est quand même une discipline qui est assez technique et sur laquelle il faut se former. Ça ne vient pas comme ça malheureusement. Mais du coup, savoir un petit peu, vous qui êtes connecté avec nous, quel est votre niveau? Est-ce que, un, vous ne connaissez pas du tout et peut-être vous découvrez un peu cette discipline-là avec nous aujourd'hui? Et 5, c'est que vous utilisez déjà bien les outils. Et voilà, de 1 à 5, vous pouvez un peu faire varier. Ah bah trop bien, je vois que vous avez répondu dans le chat. 1 et 5, super. Bah, on a les deux extrêmes avec Faoum et Walid. Ok, trop intéressant. Damien 1, ok. Cool, donc on a plutôt des non-initiés chouettes. Alors du coup, ma question pour toi, Marine, c'est de nous expliquer un petit peu justement comment tu t'es formée, parce que bien que tu aies des compétences qui soient transposables, il y avait forcément des outils et des notions sur lesquelles tu voulais progresser. Mais comment tu t'y es pris? Comment tu es monté en compétences là-dessus? Alors, avant d'arriver chez ASAP, c'est euh, grâce à la formation de code de Maestro. J'en ai pas eu d'autres. Pendant mon alternance, du coup, j'ai pu monter en compétences sur les compétences produits, mais sinon, j'ai pas eu d'autres formations. Ok, Et j'ai senti aussi que parfois ça pouvait manquer, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire cette formation de code chez Maestro. Et après être arrivé chez ASAP Work, j'ai eu accès à des formations de contournement, ouais, donc sur notamment Airtable, Make et puis un peu de Notion. Tout ça quand même m'a permis de d'approfondir ce que j'avais commencé à apprendre dans mes autres, enfin, dans les projets qu'on a eu chez Maestro. Et puis, il y a aussi quand même quelques cas pratiques que j'ai eu à faire lorsque je postulais à des postes enfin, pas forcément de product builder, mais qui demandaient des compétences no-code. Et ça, quand même, ça m'a permis de me former, de m'auto-former grâce à des use cases et puis en essayant voilà, de chercher, même quand je savais que ça allait pas le faire, je savais quand même que ça allait m'apporter quelques connaissances. ok. Et du coup, donc en fait, que je comprenne bien sur la timeline, tu cherchais un peu un job, mais tu connaissais pas encore forcément le nom de Product Builder. T'as fait la formation No Code de Maestro et ensuite tu as postulé un petit peu à des jobs et c'est là que tu as eu la rencontre avec Payfit qui t'a mentionné le rôle de Product Builder. Et du coup, c'est comme ça que tu as postulé plus à ce rôle pour Alors, comprendre un peu ouais. les steps. Alors, ça s'est pas exactement passé comme ça. C'était d'abord, en fait, Payfit. Donc, j'ai été contactée de par Ok. mon profil product ingénieur mécatronique. Euh, et ensuite, et voilà. Et ensuite, j'ai découvert le métier. Ah, Donc, d'accord, ok. j'en ai cherché des similaires. Et donc, je me suis dit que j'allais me former en Ok. no-code pour augmenter mes chances. Ok.
Ok, trop intéressant. Justement, ça me fait penser, je vais vous partager dans le chat un petit lien. Si je le retrouve, ouais, je l'ai, trop bien. On a fait un maestri justement avec deux membres de l'équipe Payfit, avec la Head of Product et le VP PM. Oh, j'ai la pub qui s'est activée. Je vais vous le mettre dans le chat, c'était hyper intéressant. En vrai, c'était il y a quelques mois déjà, et il y a beaucoup de mois même déjà. Et justement, on avait creusé un peu le métier de product builder pour lequel ils recrutent beaucoup chez Payfit. Et c'est hyper intéressant de l'avoir leur vision justement de ce rôle et à quel point il est vraiment au cœur, eux, de leur création de valeur et de leur capacité à s'adapter aussi à leur marché. euh, et de rebondir dans les moments hyper intenses, typiques la crise du Covid, par exemple. Donc, si vous êtes intéressé un peu sur cet aspect-là, plutôt côté entreprise, utilisation du no-code, ça peut être chouette de visionner. Ok. Et du coup, pour revenir un peu sur tes gros challenges au début et même peut-être encore aujourd'hui, c'est quoi les notions product no-code qui sont les plus difficiles pour toi à intégrer ou qui ont été un peu les plus difficiles sur lesquelles te former? Actuellement, je dirais que je n'ai jamais eu de formation en dev front. Donc aujourd'hui, même si j'ai pas peur du code parce que j'ai déjà codé avant, mais c'était pas, enfin, c'était sur du hardware, donc c'était pas les mêmes langages. Aujourd'hui, quand même, je pense qu'avec une formation en dev, je serais un petit peu plus à l'aise sur pas mal de petites choses. Il y a quelques petites lignes de code à mettre. Faut quand même pas oublier que le no-code, ça reste du code. Donc, même lorsqu'on a la logique, il y a toujours finalement quelque part où il faut rajouter un petit truc pour réussir à connecter, parce que tout n'est pas forcément intégré. Et c'est vrai que je pense que j'aurais été plus à l'aise avec cette petite compétence. Ok. Pour pouvoir pousser encore plus sur l'aspect technique, être encore plus autonome, quoi. Parce que tu es un peu limité par les capacités des outils no-code aujourd'hui. Et pour aller encore plus loin, tu aimerais avoir justement cet aspect-là, ça. Oui, Ok. pour vraiment faire tout ce qu'on veut, je pense qu'il y a toujours un petit stade Mm. où on met un petit custom component, un Ouais, petit, ouais, complètement. Ça, c'est intéressant, c'est le métier. Alors, du coup, encore un autre métier que peut-être certains d'entre vous connaîtront pas, mais le métier de dev low-code, L-O-W plus loin code, qui est un mix de no-code et de code qui permet en fait d'être hyper agile, enfin de pouvoir faire vraiment beaucoup plus que juste en no-code parce que quand tu utilises certains outils, par exemple Bubble, pour pousser un peu ton outil en technicité et pouvoir vraiment avoir les features que tu souhaites, ajouter un peu de code, voilà, ça peut te permettre d'aller encore plus loin. On a une question de Faou. Est-ce qu'on peut être product builder sans passer par la case PM? Question pour toi, Marine, je ne sais pas si tu as une idée de je réponse. pense enfin, je pense que oui, et puis je pense enfin, on peut être PM sans être passé par la case PM avant, on peut être product builder sans être passé par la case PM avant. Enfin, les deux métiers sont des métiers de reconversion, donc en soi, enfin, il y a pas vraiment de prérequis. Alors, sans passer par la case PM, je pense qu'il faut probablement se former un minimum, puisque product builder, enfin, il y a quand même product dedans. Donc, il faut être capable, voilà, de réfléchir au produit, de faire un minimum de discovery. On peut être amené à faire des entretiens, et même au niveau de l'équipe, il y a son travail qui est propre au product. Ce sont des choses qui s'apprennent et je pense qu'ils peuvent s'apprendre en fait tout simplement en même temps que le no-code. Parce que de toute façon, le no-code finalement n'est qu'un un passage pour produire, enfin pour faire un produit, quoi. Donc, c'est ce Mm. qui est bien dans la formation de Maestro, finalement, c'est qu'on prend la démarche produit pour créer le produit final. Mm. Ouais, ouais, exactement. Je te rejoins, Marine et Faou, je te mets le lien justement vers le programme No Code de Maestro, juste pour que tu comprennes en fait par rapport aux phases qui sont construites, qui sont un peu pour nous la manière justement de connaître, d'avoir une bonne vision produit qui te permet en fait d'arriver sur ces métiers sans forcément avoir eu déjà de l'expérience dedans. Et en fait, ça va dépendre aussi un petit peu de tes soft skills de base. Est-ce que tu es à l'aise justement, comme en parlait Marine plus tôt, avec la logique
où tu peux enchaîner des événements avec facilité? Est-ce que tu es un peu autodidacte? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va revenir beaucoup dans les profils de product builder et de no-codeurs. C'est la capacité à se former en autonomie rapidement sur des outils, sur des méthodes, etc. Tu as énormément d'outils qui existent. Donc, en fait, faut être capable voilà, de les prendre en main assez rapidement. Et en fait, c'est toi-même en testant, si tu as un peu ces automatismes qui reviennent d'eux-mêmes, ça peut complètement fonctionner. Et pour le coup, on a certains amis qui sont product builders sans être passés par la case PM. Alors, du coup, on a une question de Walid. Le no-code, c'est bien, mais justement, il faut le traiter comme du code, documenter, versionner, etc. Est-ce que tu as été sensibilisé à cela? Et si oui, comment est-ce que tu fais, toi, Marine? Oui, on y a été sensibilisé. Alors malheureusement, le no-code, il y a pas mal d'outils qu'on utilise qui ne permettent pas forcément de faire beaucoup de versionning. On a actuellement, enfin, on a un environnement pré-prod et un environnement de prod, et c'est tout. Et malheureusement, c'est la limite des outils. En revanche, quand même, on essaie d'être un maximum, comment dire, de faire en sorte que toute l'équipe quand même soit au courant de ce qui se passe. On documente pas forcément. D'ailleurs, enfin, c'est un sujet en ce moment, la documentation. On est en train d'essayer de construire ça parce qu'il faut pas oublier qu'Assad est assez jeune. Mais on y travaille et puis entre nous quand même, on essaie de se dire bon ben voilà, moi aujourd'hui je fais ça, j'ai travaillé sur telle feature, on essaie de garder quelques traces. Euh, avec les limites de l'outil, c'est pas forcément évident, mais on essaie de mettre ça en pratique, bien sûr. Ok. Bah, intéressant, du coup, Walid qui nous dit que lui il documente tout et il automatise dans Notion via des workflows make. Ok, donc toi, tu enregistres tout ce que tu construis sur Notion. Ouais, c'est intéressant. Je crois que Walid est en train d'écrire. Mais non, c'est sûr que c'est un sujet et tu as utilisé le mot versionning, je crois. Est-ce que tu peux juste redonner enfin, la définition et de quoi il s'agit peut-être aux personnes qui ne sont pas familières avec ce mot? De versionning. Ouais. Oui, c'est tout simplement le fait d'avoir des versions différentes de l'application. Donc, au fur et à mesure qu'on va faire des modifications, qu'on va les publier, c'est de dire bah, ça, c'est la version 1.0. Et puis, on va faire d'autres modifications par-dessus, refaire une publication, mettre en prod. Et donc là, on va avoir la version 1.2. Et puis là, c'est si on a des modifications minimes, mais si on refait le produit, enfin, des choses beaucoup plus conséquentes, on va dire c'est la modification, enfin la version 1.0 avec là, je sais pas, une page de refaite. Mm. Voilà. Ok. Donc, c'est enregistrer les versions, quoi. Avoir l'historique C'est de ça. toutes les versions. C'est ça. Ok. Alors du coup, pour foncer un peu justement dans ton rôle aujourd'hui chez Azap, est-ce que tu peux nous redonner comment est composée l'équipe avec laquelle tu travailles? Oui. Alors, lorsque je suis arrivée, on était donc le CPTO, le Head of Product and Engineering, euh, et puis Mamed, un product builder un peu plus senior, et moi, donc avec un système de pair programming, ce qui est super sympa. Et, euh, et donc là, il y a Sindel et Mathieu qui nous ont rejoints dans les 2 dernières semaines. Il y a une UX qui nous rejoint en janvier. Donc, c'est le choix de Florent de faire appel à une UX researcher assez tôt, tout simplement parce que il y a un gros travail de recherche à faire. L'intérim dans le BTP, c'est pas forcément quelque chose de trivial, puisque les personas intérimaires sont plutôt pas très tech. Donc, on est en train de bosser sur un produit tech pour des personnes pas tech du tout. Et donc, il y a un gros travail de recherche. Et puis, il y a aussi un autre junior qui va nous rejoindre, je crois, en février, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, l'équipe grandit quand même. Ok. Du coup, que des product builders, à Oui, part la head of pour product. l'instant, oui. Ok. Et c'est Searcher qui va rester comme ça. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes premiers jours, là, en se disant, tu veux peut-être donner un peu des conseils ou expliquer comment faut s'organiser les 90 premiers jours quand tu arrives sur un job de product builder. Pour toi, c'est quoi un petit peu les étapes?
et comment on fait en fait pour très vite prendre ses marques et se sentir à l'aise dans le nouveau job? Alors, lorsque je suis arrivée, on m'a préparé un petit onboarding aux petits oignons. Genre, vraiment, il y avait toutes les semaines, chaque petite carte pour la semaine. Enfin, les journées étaient assez remplies. Et du coup, moi, j'ai pas eu grand-chose à faire. Enfin, c'était du travail C'est tout prêt. pré-mâché. Ouais. Mais ce qu'il y avait dans cet onboarding, c'était donc les formations contournement, euh, et puis la formation à l'outil donc utilisé par ASAP où je suis arrivée. Euh, donc, l'outil, donc dans un premier temps, comprendre l'outil, comprendre les workflows qu'il y a derrière, comprendre les process métiers. Et puis, on a eu donc pour mieux comprendre encore le métier, on a eu pas mal de sessions de shadowing et de vie ma vie. Donc, en gros, regarder, se mettre derrière un talent acquisition ou bien un bizdev et regarder comment ils travaillent au quotidien. Et le vie ma vie, pareil, c'était plus des entretiens pour qu'ils nous expliquent un petit peu ce qu'ils faisaient. Voilà. Ok, donc vraiment le besoin de comprendre chaque métier, c'était dès le début de l'onboarding, quoi. Ok. Oui. Au niveau de des formations du coup contournement que tu faisais, c'était sur les outils que tu allais utiliser justement, que vous utilisez vous en interne, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc le but c'était un peu de te faire monter en technique sur les tools que toi t'allais utiliser après. Ok. C'est ça. On a une question de Héloïse, du coup, comment les PM et les Product Builders interagissent ensemble au sein d'ASAPwork, mais du coup, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de PM. Il y a 3 Product Builders, il y a un Head of Product and Engineering, et du coup, et bientôt un On UX est Researcher. 4 en ce moment. Voilà. Ouais. Du coup, il n'y a pas de... Ah, t'as raté l'info. Pas de problème. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous redonner, donc tu nous as expliqué un petit peu les différents départements qui travaillaient, toi, ton rôle, celui auquel tu étais relié. Mais du coup, est-ce que tu peux nous redonner avec tes mots vraiment la définition et en fait la valeur de ton rôle, toi, à quoi ça sert d'être producteur dans cette entreprise? Euh, Alors, là, en ce moment, on travaille beaucoup les process métiers. Donc, on essaie à travers le produit finalement on voit ce qui marche pas. Et par exemple, récemment, on a vu que le suivi des gestions de commandes et des profils n'était pas forcément très clair. Donc, on est venu pour donc ils sont, enfin, moi, j'y étais pas encore quand ils ont fait cette discovery, mais donc ils ont fait une discovery avec une équipe, donc vraiment le côté product. Et puis ensuite, côté tech, voilà, grâce au no-code, on a été capable de produire une solution assez rapide, qui répondait aux nouveaux besoins de suivi de commandes et de profil. Donc, notre quotidien, on va dire, c'est surtout ça, c'est essayer d'améliorer, d'optimiser, l'outil, qu'ils utilisent au quotidien et d'essayer de comprendre parfois, donc par rapport parfois à leurs demandes et aussi, par rapport parfois, seulement à nous, ce qu'on voit ce que vous et observez. au suivi de KPI aussi. Ok. Ok. Et du coup, c'est quels KPI typiquement qui sont les principaux pour vous? Alors, des exemples de KPI, j'en ai sous les yeux. Alors, il y a par exemple le délai de proposition de candidat. Ok. Donc, entre le moment où on l'a choisi, le moment où il faut le qualifier, le moment où il propose à une commande, le moment où le business développeur regarde le profil et décide de l'envoyer au client. Il y a un délai par rapport à ça. Et typiquement, ce qu'on a fait au niveau du travail de refaire la partie suivi des commandes et des profils, ça nous a permis de réduire ce délai-là. Ok. Ok. Alors, j'ai une petite question et ensuite, on en a 3 qui sont arrivés dans le chat. Ma question, c'est du coup sur ce sujet-là sur lequel ils étaient déjà en train de travailler quand tu les as rejoints. C'est quoi le délai entre la prise de conscience du problème jusqu'à la solution? On parle de combien de temps? Ça dépend de l'ampleur du problème. 2 heures.
Non, mais franchement, ça dépend. On a des petits tickets qui sont traitables en 2 heures, hein, vraiment. Et Ouais, puis on a qui demandent un petit peu plus de travail, un petit peu plus de product. Et où là, on est plutôt sur peut-être quelques jours. Franchement, ça va dépendre. Déjà, en fait, ça va dépendre de si ça requiert des compétences produits ou non, UX, ok. Discovery, etc. Et ensuite, techniquement, c'est pas ce qui prend le plus de temps en général. Ouais, ok. Ok, bah du coup, justement, là-dessus, il y a une question de Noémie qui te demande, tu dirais que tu passes combien, oula, attends, tu dirais que tu passes quel pourcentage de ton temps à faire de la conception de produit vs du build sur une semaine, par exemple, si ça fonctionne comme ça en semaine. Alors, euh, en ce moment, c'est plutôt du build tout simplement par rapport au contexte où en ce moment, on essaie vraiment de revoir les process métiers. Et donc, derrière, il faut essayer de délivrer rapidement des solutions pour qu'ils puissent tester. Donc là, c'est énormément de build. Je pense qu'une fois que le produit sera plus stable et on sera sûr de ce qui est produit à la fin, là, on pourra plus se concentrer sur une partie product. Ok, Et du coup, ça dépend des périodes finalement de la boîte en elle-même. ok. Donc, du coup, là, en ce moment, tu es sur quasiment un focus build. Et l'objectif, c'est une fois que le produit sera un peu plus solide et que du coup, le but, ce sera plus de le faire évoluer plutôt que de le construire. Là, il y aura une C'est ça. répartition. Et tu penses qu'on parle de 20-80% ou, enfin, tu vois, si tu as une idée un petit peu de. Ouais, je pense qu'on n'en est pas loin, peut-être un tiers, deux tiers, quoi. Ok. Ok, super clair. J'espère que ça répond à ta question, Noémie. On a une question de Nawel qui est hyper intéressante. Quel est l'avantage de passer par du no-code plutôt qu'un MVP avec des devs full stack? Tout simplement, l'agilité, enfin, c'est épatant comment on peut aller vite. Même moi qui suis dedans, des fois, je me dis, waouh, c'est incroyable qu'on ait réussi à faire tout ça en si peu de temps. Par exemple, encore une fois, je vais parler de ce workshop où donc le CPTO et le Head of Product, ils ont pris donc une équipe est descendue à Marseille pour faire un peu de shadowing, voir comment on pouvait améliorer le process. Et pendant ce temps, il y avait le Head of Product qui faisait du live coding, c'est-à-dire qu'il codait en temps réel les requêtes de l'équipe. Et donc, pendant qu'ils étaient en train de dire ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un bouton là, le bouton il était déjà à la fin de la Hmm. phrase pratiquement et ils pouvaient tester en live ce qu'ils ont demandé quoi. Hmm. Donc on n'est pas, on est vraiment vraiment pas sur le même niveau de rapidité. Ouais, ok. Ok. Ouais, je te rejoins. Et puis aussi, enfin, même en termes d'investissement, au début, Aussi, enfin, surtout si c'est l'outil central ou un des outils principaux pour ton business, créer, le développer, ça va être plus long et plus coûteux, forcément, que de le faire directement en no-code. Et en plus, Nao, du coup, tu parles aussi de MVP. Nous, c'est des profils aussi qu'on voit beaucoup dans la formation no-code. C'est des product managers qui veulent être capables de faire leur MVP en no-code pour pouvoir tester et avancer plus vite avant de confirmer et de le passer en développement et du coup de travailler avec les devs. Mais du coup, vraiment, ce besoin de faire rapidement, bon, tout est relatif, ça dépend ce que tu veux faire, mais de faire plus vite et en autonomie une maquette, un MVP que tu peux tester et confirmer avant d'investir plus de temps et plus d'argent et surtout de solliciter d'autres équipes qui du coup va falloir travailler voilà, avec d'autres membres de l'équipe. Mais c'est pas intéressant, je trouve, comme c'est ça. question. En fait, les ressources ne sont pas du tout les mêmes. Du fait de pouvoir aller plus vite, on n'a pas besoin du même nombre de personnes. Euh, même, enfin, du coup, on n'a pas besoin du même nombre d'employés, donc on fait des Ouais. économies rien que sur, sur le nombre d'employés. On peut aussi donc, mettre le MVP en production plus rapidement, donc itérer plus rapidement, donc aussi moins de chances d'échec Mm. côté métier. Parce que si par exemple le produit n'est pas adapté, ça veut dire que côté métier, il y a aussi des répercussions forcément sur les finances. Dans le cas d'ASAP, il va y avoir des répercussions sur le staffing, des commandes, des intérimaires. Et donc, si on peut réduire ce temps
où le produit n'est pas optimal, c'est forcément mieux pour Ouais. la santé en général de la boîte, même pour le moral de l'employé. Enfin, le fait d'avoir un produit qui évolue assez rapidement, enfin, ça se ressent par rapport, par exemple, à mon entreprise d'avant. C'était beaucoup plus laborieux de répondre aux attentes que ça l'est avec le no-code aujourd'hui. Et donc, dans l'ambiance générale, je pense que ça a un impact aussi. Mm. Ouais, Naoué, je te recommande justement d'écouter l'interview Product Builder sur Payfit parce que c'est une notion qu'on aborde beaucoup justement dans le choix aussi de l'entreprise. Bon, ça revient un peu avec ce qu'on dit là avec Marine, mais c'est assez intéressant pour comprendre aussi eux du côté investissement et choix des équipes qui recrutent, quelle a été la réflexion. On a une question de Walid et on voit que tu es déjà product builder. C'est comment partagez-vous vos bonnes pratiques et retours sur les produits entre product builders? Alors j'imagine que c'est les product builders du coup de l'équipe ASAP. C'est comment est-ce que vous faites pour communiquer entre vous? C'est quoi vos bonnes pratiques de communication interne? Et peut-être après, si on peut parler de bonnes pratiques avec d'autres communautés product builders aussi, ça peut être intéressant à creuser. Alors, on utilise Notion, comme beaucoup d'équipes produits. On a un Kanban, voilà, avec des tasks and issues qui sont reliés à des problèmes. Donc, quand ce sont des tasks qui sont reliés à des insights, on va dire product, et puis il y a les tasks and issues qui sont reliés tout simplement à des tickets remontés de bugs, par exemple. Et concernant les best practices, on a aussi une section best practices sur Notion, où enfin, c'est un espèce de j'oublie le mot, mais un espèce de dictionnaire, pas de dictionnaire, mais il y a vraiment FAQ? toutes les bonnes pratiques. Ouais, voilà. Il y a vraiment toutes les bonnes pratiques qu'on alimente. Ok. Ok, et du coup, à l'extérieur, peut-être justement pour continuer de te former sur ton métier, pour continuer d'apprendre des bonnes pratiques, etc. Toi, c'est quoi un peu tes sources d'apprentissage? Donc là, je dois terminer mes formations contournement déjà. Ce que j'ai décidé de faire sur mon temps perso, parce que au bout d'un moment, c'est moins pertinent que de travailler sur les sujets en cours. Ouais. Donc j'ai cela à faire et puis pareil de mon côté me former un petit peu, faire une formation un peu plus dev. Euh, Ça c'est ce que j'ai défini à court terme et puis à long terme peut-être des side projects, c'est toujours la meilleure façon d'apprendre. Ouais. Donc j'envisage à long terme de faire ça une fois que je me sentirai assez compétent. Ok. Ok, trop intéressant. Je vais vous envoyer aussi sur le side project, on avait fait un webinaire hyper intéressant avec deux speakers qui sont justement des no-codeurs, enfin PM no-codeurs avec Jonathan Sabat et Amine Boissou, qui sont deux intervenants d'ailleurs de la formation que tu as rencontré, Marine, il me semble. Et justement, avec eux, on s'était vraiment focus sur le sujet du side project parce que eux, ils en lancent assez régulièrement et ils voient pas mal d'opportunités. Ils les construisent justement avec que ce soit avec Notion, Make, etc. Et du coup, on avait justement un peu parlé de ça, comment est-ce qu'on fait pour se lancer rapidement, quelles idées on prend, etc. Donc, s'il y en a justement qui ont aussi, comme toi, un peu la stratégie de faire des side projects pour monter en compétences en no-code, ça peut être une bonne source d'inspiration. On a une question de Noémie. Est-ce que c'est une reconversion réussie pour toi, Marine? Est-ce que tu es épanouie dans tes missions aujourd'hui? Oui, je le suis totalement. Enfin, je me dis toujours que si je faisais pas ce métier, je sais pas ce que j'aurais fait. Euh, Vraiment, ça répond vraiment à mes besoins d'être un petit peu dans la technicité, de me poser un peu les ménages, euh, voilà, vraiment de réfléchir logiquement, on va dire. Et ce côté focus utilisateur où voilà, on prend quand même le temps de réfléchir à pourquoi on fait ce qu'on fait, à déterminer les vrais problèmes. Parce que souvent, on nous apporte des problèmes, alors que c'est pas, c'est pas le vrai problème. Donc, j'aime le fait de travailler vraiment sur les deux aspects du métier. Trop intéressant. Trop chouette. Je J'adore crois cette qu'il n'y question, a pas Noémie. d'autres métiers. Je crois qu'il n'y a pas d'autres métiers en fait qui permettent de rentrer en profondeur sur vraiment les deux aspects techniques et utilisateurs. Quoi.
Mm. Yvan, pas facile de trouver ce métier, bien joué. Chapeau, chapeau Marine. Alors, je sais que tu avais prévu de nous parler un peu de sujets actuels que vous avez en ce moment chez ASAP. Est-ce que tu peux nous donner un peu un exemple, t'en as mentionné plusieurs, mais un ou deux exemples concrets de sujets, de projets, de produits que vous avez actuellement chez ASAP ou avant peut-être? Oui, alors, je peux partager mon écran. Donc, bon, pour qu'on voit un petit peu, j'aimerais bien. Normalement, j'ai une table Airtable avec des faux trucs. Mhm. Je regarde juste ça. C'est ça. En attendant, je peux vous montrer ça. Alors, là, par exemple, on a accès, donc là, j'ai mis tous les intérimaires tests. Là, donc, ici, c'est nos locaux. Nos locaux, c'est l'outil qu'on utilise en back-office et qui nous permet actuellement de faire remonter tout ce qu'on a sur Airtable comme données et, euh, et de pouvoir interagir avec. Donc ici, on a par exemple accès à tous les intérimaires. Ici, on est sur la page d'un intérimaire, donc avec toutes ces informations. On peut rentrer son CV, ses documents, avoir accès aux candidatures. Et ici, on a un bouton pour le proposer à une mission. Donc après, ça va lancer tout un workflow derrière où le responsable de la mission en question va recevoir une notification Slack et ça va se mettre à jour en fait dans son suivi de commande. Et ici, donc, on a une commande où pareil, on peut ajouter un profil. Et donc, ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps de pouvoir passer par ça et puis d'avoir accès à l'historique, d'avoir le suivi des profils. Ici, on a par exemple le Kanban avec les différents statuts, gagné, perdu en entretien. Donc ça, c'est pour vraiment donner une petite idée de comment ça marche sur nos locaux. Donc tout ça, c'est vraiment des infos qui viennent de la base de données et qui se mettent à jour automatiquement. Un autre truc intéressant, par exemple ici, on a le parsing de CV avec un outil qui s'appelle Echarflow. Donc ici sur le site internet d'ASAPwork, on peut aller mettre son CV et dire voilà, je recherche tel poste. Et en fait, une fois qu'on fait ça, ça passe dans un workflow make qui va récupérer en fait les informations du CV et ressortir toutes les informations structurées qu'on va pouvoir mettre dans des cases dans Airtable. Et normalement, c'est assez du test. Je sais pas où, je sais pas où c'en est. Faudrait, bon, une petite page test, ça aurait été intéressant. Oui. Mais voilà, en gros, ça permet de tout remplir dans Airtable et derrière, pareil, il y a un talent acquisition qui va recevoir une petite notification qui va lui dire, voilà, il y a un nouvel intérimaire, tu peux l'appeler pour le qualifier, essayer de le staffer sur une commande, ce genre de choses. Donc vraiment, on essaie d'automatiser pas mal de choses. Ici, dans la liste de scénarios, voilà, on a la partie acquisition avec tous les scénarios, donc créer un worker, parser le CV, etc. Les parties campaign, où là, c'est relié à tout ce dont on sert pour envoyer, par exemple, des SMS et des mails. Enfin, voilà, on a pas mal de choses. On a aussi un système de matching. Donc là, je sais pas pourquoi c'est pas à jour, mais en gros, lorsqu'on est sur une commande et qu'on va dans le matching, ça va pré-remplir en fait à partir des infos de la commande les infos ici et donc nous proposer des intérimaires qui matchent directement avec la commande. Ça pareil, c'est un énorme gain de temps. Donc voilà, c'est quelques use cases qui sont utilisés et bon là on peut voir que le menu il est quand même assez fourni donc
il y a quand même moyen de stocker pas mal d'informations. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Bah, je comprends pas tout, mais j'ai compris un peu la logique. C'est dur de voir un peu tout ce En qui est gros, construit si rapidement. c'est les commandes ont des étapes. Donc, une commande, on elle passe ensuite en traitement. Une fois qu'elle est en traitement, ça déclenche quelque chose qui fait que le talent acquisition sait qu'il faut staffer cette commande-là. Donc, il va rechercher un intérimaire. L'intérimaire, une fois qu'on le met sur la commande, ça fait changer la commande de statut. Ça fait aussi changer l'intérimaire de statut puisqu'il devient candidat. Et voilà, c'est tout connecté comme ça et ça se fait juste en cliquant sur des boutons, en proposant derrière le BizDev ou bien le Talent Acquisition. Il n'a pas connaissance que tout ça se produit, mais lui, quand il arrive sur son dashboard, ben, il sait, ah ben tiens, aujourd'hui, j'ai 15 commandes à staffer. Voilà. Donc, Ok. c'est assez intéressant. Et puis, on essaie d'améliorer ça au quotidien. Et nos locaux, c'était assez puissant parce que ça, une fois que ça se branche sur Airtable, ça crée vraiment automatiquement toutes les rubriques, ça crée déjà pas mal de filtres. C'est quelque chose, c'est assez bluffant quand on branche une base de données sur nos locaux. Tout ce que je vous ai montré, bon, c'est pas fait comme ça. On a Mm. fait pas mal de travail, mais franchement, il y a pas mal de choses en fait qui sont déjà préfaites. Il détecte voilà telle base et puis il met déjà les boutons pour par exemple aller modifier un enregistrement. Donc c'est assez puissant comme outil. Mm. Trop bien. Je connaissais pas du tout nos locaux pour le coup. Mm. C'est intéressant de voir même l'interface. C'est vrai que c'est assez impressionnant. On a une question de Nawel qui demande dans quelle mesure ces produits no-code sont exploités en production comme produits définitifs. Est-ce que tu comprends la question? Alors, dans Je quelle suis pas sûre de comprendre, Nawel. N'hésite pas à reformuler. c'est, Euh, ce sont nos produits définitifs. Ce sont pas des MVP. C'est ce qu'on utilise Ah oui, au ok, d'accord. quotidien. Ok, j'avais pas trop compris. Mais oui, là, les équipes s'en servent. Oui. Non, Est-ce non, que ce ce sont sont pas des... des Ouais. tests. C'est l'outil C'est ce dont principal on se sert et voilà. de l'entreprise actuellement. Ouais. Ok, bon, trop bien, c'est plus clair. Trop bien. Et ben, écoutez, il nous reste très peu de temps et j'avais encore une ou deux questions sur ASAP, sur la partie recrutement. J'ai l'impression il y a potentiellement quelques participants ici qui peuvent chercher à se positionner sur des rôles justement de product builder. Est-ce que vous recrutez actuellement? Si oui, quel type de profil vous cherchez? Oui, il y a encore, je crois, un ou deux postes de product builder qui sont à pourvoir pour la rentrée. Donc oui, on recrute. Et qu'est-ce qu'il faut avoir principalement la casquette product. Mais avec du no-code, c'est encore mieux. Mais si Mm, tu veux. mm. Trop bien. Bah, je partage dans le chat le lien vers Azapwork. J'imagine que vos offres doivent être accessibles depuis le site. On a une question de Didier. Est-ce que vous fournissez un admin à vos clients, un admin à vos clients? Ce produit-là, il est interne. Donc, il y a pas non, il n'y a pas d'interface pour nos clients actuellement. Ça fait partie de la roadmap, mais encore une fois, il faut Prioriser. côté produit, on a détecté que c'est vraiment sur la partie qualification et staffing qu'on peut scaler un maximum pour l'instant, donc on est concentré là-dessus. Et probablement à l'avenir, on pense, enfin, on va aborder la partie client, donc client commande, et puis aussi la partie probablement application intérimaire. Voilà. Ok. Et ça, typiquement, c'est possible de le faire sur nos locaux? Enfin, nos locaux te Alors non, permettent même l'interface? Ah non, ok, il faudra passer non, par un autre truc. on passera, oui. Après, encore une fois, on a fait le choix chez ASAP en fait d'avoir une stack modulaire. Donc ça nous permet d'être encore une fois assez agile. Par exemple, là, le bac il est sur Table. Va pas falloir passer sur Xano si on veut pouvoir avoir plus de lignes, puisqu'il y a, je crois, 50 000 lignes autorisées par base de données. Donc, on va changer de base de données. Cette base de données, on pourra la connecter à n'importe quel front par la suite et donc avoir des applications
clients, intérimaires et internes branchés sur une base. Ok. Ok. Super clair. Eh bah, écoutez, j'espère qu'on a un peu répondu à toutes vos questions. Si vous en reste, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat. En tout cas, j'ai trouvé ça hyper chouette. Moi, je trouve que c'était vraiment bien de se rendre compte de ton job et à quoi ça ressemblait. Je trouve ça trop bien que tu nous aies partagé ton écran pour voir un petit peu quelle tête ça avait derrière. En tout cas, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à en apprendre plus sur toi et même comprendre un petit peu par quelles étapes t'es passé. C'est toujours intéressant, voilà, de voir que les parcours sont tous très différents, mais que finalement, on voit un peu de similitude dans les questions qui se posent et dans le moment où tu repères le job et tu dis, ah, c'est ça. Donc, c'est hyper chouette. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient connectés avec nous pour cet après-midi. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses parce que c'était le but. N'hésitez pas à nous mettre voilà, dans le chat un petit retour justement sur ce Matrix, si ça a répondu à vos questions, si le job de product builder est J'espère plus avoir clair. répondu à un maximum de questions. Enfin, je me suis surtout dit que j'aimerais bien, moi, quand je recherchais mon nouveau poste de product builder, peut-être avoir participé à quelque chose Ouais, comme ça pour avoir une idée un petit peu plus construite de mon plan d'action pour y parvenir. ouais, complètement. Bah, il y a peut-être plein de marines dans les participants avec nous aujourd'hui. Bon, bah, trop bien. Je vois plein de merci dans le chat. J'espère que du coup, ça a bien répondu à vos questions. En tout cas, du coup, comme je vous disais très rapidement, les Maestrix prennent une pause de Noël, une pause hivernale, mais la line-up va pas tarder à arriver sur le Meetup. Alors, je vous mets hop, le petit lien dans le chat et comme ça, vous pouvez voilà, rejoindre le groupe et chaque fois qu'on publie des nouveaux events, vous en êtes informés et vous les avez directement qui arrivent là. Voilà, et puis si vous avez des questions sur Maestro, etc. Marine, j'imagine qu'on peut te contacter sur LinkedIn. Ouais, Bien pas de sûr, quoi. je réponds aux questions qu'on me Trop pose, bien. même un échange, un call, je suis assez disponible pour ça. Trop chouette. Trop chouette. Et moi de même si besoin. Donc, bah, trop bien. Merci beaucoup, Marine. Merci à tout le monde qui a participé. Et puis, bon après-midi tout le monde et on se revoit vite. Merci à toi, Claire. Avec plaisir. Bye.